Bouzrea, dans le campus de Bouzrea, où il est allé en essayant de faire une intervention et qu'il a été pour la première fois lapidé. Lapidé, j'étais sur place et je suis témoin. À grosses pierres, c'était des bandes d'étudiants enragés qui, dès qu'il est arrivé avec son cortège, ont commencé à lui jeter des pierres. Il a refait demi-tour et il est reparti. C'était en quelle année? 1999. Pratiquement dans les premières semaines où il est arrivé. C'était peut-être pour l'inauguration de l'année universitaire de 99. Voilà. Fin 80, c'était en septembre-octobre. C'est ça, je me souviens. Donc, il va ensuite commencer à faire des périples, et au moment, déjà dans les périples, quand il a commencé à faire sa campagne électorale, il a commencé à s'en prendre aux gens. Peut-être l'image qui s'attaquer à la société, l'image qui est restée, remettre en cause les partis politiques, remettre en cause la société civile, remettre en cause la presse, absolument, prendre de haut les insultes contre les journalistes, Tayabat al-Hammam, etc. Tout le monde se répète de ça. Donc, son objectif était celui-là, c'était une normalisation, entre guillemets, une normalisation de la vie politique, vue et corrigée dans l'optique de Belkheir, qui, comme chacun sait, est loin d'être un démocrate. C'est vraiment la voix forte, puissante, musclée de l'encadrement. Autre élément qui me paraît être important aussi à signaler, c'est ce que j'appellerais la désélitisation. La désélitisation, comment il va la faire? Il va agir sur deux axes. Il a compris, et je pense qu'on a dû le mettre au parfum parce qu'il était loin, il n'a pas été témoin du travail qui avait été fait. Il a compris d'abord tout le travail de Merbah. Et il a compris ce travail qui a consisté à faire émerger des polarités élitaires, aussi bien dans la polarité élitaire identitaire de type qu'on a appelé républicano-démocrate, et la polarité élitaire de type religieux. Il va les casser toutes les deux tendances, il va les casser. Comment il va les casser? Il va d'abord avoir un bras de fer avec les Kabyles. Et ça crée le mouvement d'Arloche. C'est à ce moment-là que se déclenche le processus d'Arloche, sur lequel il y a beaucoup de choses à vous dire, et on reviendra. Tu prends le cas, par exemple, juste pour appuyer tes dires. Tu prends le cas, je ne sais pas comment qualifier cela, mais c'est vraiment atypique, c'est vraiment inconcevable à voir ce qui s'est passé lors du Printemps Noir en 2002. Je me souviens comme aujourd'hui, j'étais dans la rue, il y avait une foule énorme. J'étais en train de discuter avec les jeunes qui sont venus de Kabylie, de partout, etc. Devant chez moi, dans la rue, je les ai accompagnés jusqu'à Alger, etc. On discutait. Et à ce moment-là, j'ai eu l'information que lui, il avait pris l'avion pour partir en Afrique. Exact. Et bien après, quelques années après, il dit clairement, vous savez, moi je ne savais pas ce qui s'est passé, je n'étais pas informé, bon, il y a pas, je n'étais pas impliqué, donc je ne sais pas, etc., etc. Alors qu'il y avait plus de 125 morts, il y avait tant de 6 ou 7 fois de blessés, et toute une région qui a été cassée. Et lorsqu'on parle de région, ça veut dire qu'on parle de pays. Bien sûr. Parce que pour moi, la Kabylie est une partie de l'Algérie. Et non pas l'inverse, parce qu'on voulait isoler la Kabylie de l'Algérie. Couper l'Algérie de la Kabylie. Alors, là, tu as commencé par cette tranche de la première catégorie, en l'occurrence, cette tendance démocrato, etc. Oui. Est-ce que, à ton avis aussi, dans le même sens, est-ce qu'il n'a pas dès le départ utilisé le moyen de la corruption pour discréditer l'ensemble des acteurs qui étaient déjà là depuis très longtemps, en tant que tendance, en tant que représentation, en tant que réalité sociale? Est-ce qu'il n'a pas déjà commencé dès le départ à corrompre ces gens?
Les gens, tu parles d'Aroche ou tu parles... Non, avant même la naissance d'Aroche, avant même la naissance d'Aroche. Ben, le système... Parce que s'il y avait eu une naissance d'Aroche en Kabylie, c'est parce qu'il y a eu faillite politique dans cette région. Parce qu'il y avait eu une mission partisane qui avait échoué. Aussi bien des partis structurés, en l'occurrence le RFS comme le RCD, ainsi que toutes les capacités, la société de nos compatriotes en Kabylie n'avait plus rien. Indépendamment, bien sûr, des enjeux, des jeux du pouvoir pour pouvoir casser, discréditer tout le monde, etc. Sachant que la position à l'époque du FFR, du RCD, elle était plutôt pro-Bouteflika. Le RCD avait même participé dans le gouvernement, etc., à des conditions, bien sûr. Nous allons, comme le dit d'ailleurs Sadi, nous acceptons, mais on a bien vu par la suite ce qui s'est passé au sein du RCD, éclatement, une partie de l'encadrement du RCD qui était resté avec Bouteflika, d'ailleurs en bonne partie jusqu'à maintenant, n'est-ce pas, etc. Est-ce que, à ton avis, la méthode utilisée n'était pas d'abord la corruption, la séduction, la corruption, la lamination, la déstructuration de tout type d'organisation politique ou sociale? Il ne l'a pas créé, il ne l'a pas inventé, mais il a renforcé ce qui était déjà en cours. C'est-à-dire que c'est ce qui se mettait en place. Qu'est-ce qui se mettait en place? Le projet d'élitisation républicano-démocratique, tel qu'il avait été pensé et conçu, on l'avait vu dans les années 80 jusqu'à 93, il prend fin 93 avec l'assassinat de Merbah. C'était quoi? C'était de développer une perspective de confrontation politique et idéologique plutôt que de confrontation violente et militaire, j'allais dire. Or, la Kabylie était partagée. La Kabylie n'a pas suivi Zarouane, il faut le dire. Aussi bien le RCD, qui étant lui-même candidat, le RCD a été plus ou moins phagocyté par des hommes politiques suffisamment subtils. Je pense à Belkaïd. Boubacar Belkaïd, qui est un homme extrêmement subtil, qui a beaucoup d'expérience politique de la Fédération de France et qui pratiquement a réussi à assurer une certaine intermédiation entre Zarouane et le RCD. C'est ainsi que, par exemple, le RCD, en entrant en conflit avec Zarouane en 1995-96, pratiquement au moment de la mise en place de la constitutionnalisation, j'espère que ma mémoire ne me joue pas des tours et je suis prêt à accepter toute correction et j'en remercie les gens par avance s'ils peuvent me rafraîchir la mémoire. Mais je crois savoir que la forme radicale d'opposition du RCD à Zarouane, ça a été la grève du cartable, la grève de l'école. Et la grève des écoles, qui n'était pas encore très claire, parce qu'on ne savait pas quels étaient nos objectifs. En fait, c'était une mobilisation parce qu'on pensait que Zarouane était en contact avec la mouvance islamiste et qu'il négociait avec les islamistes. Ce qui n'était pas faux, sauf qu'ils anticipaient, le RCD anticipait sur les conclusions. Est-ce que c'est un manque de coordination? Est-ce que ça signifie aussi que les inspirateurs du RCD, j'ai eu peut-être un jour à le dire et j'attends toujours qu'on me confirme le contraire, je l'ai dit, tu as protesté, tu as parfaitement le droit de protester, j'avais dit qu'il y avait plus ou moins des influences de certaines personnes liées à cette polarité sécuritaire d'accointance avec le RCD. Et je ne peux pas écarter cette hypothèse à partir du moment où l'opposition que fait le RCD au projet Zarouane me paraît entrer dans ce cadre. Qu'est-ce qu'il obtient le RCD? Grâce à Boubacar Belkaïd, il obtient le HCA.
ce qui a été donné, ça a été la création du Haut Conseil à la Mazérité. Commissariat à la Mazérité. C'est le Haut Commissariat à la Mazérité. Et c'était une sorte de perche tendue par la République de l'ANP, c'est comme ça que je vais l'appeler, la République de l'Armée nationale patriotique de Zaroual. C'était une manière de dire on va régler le problème à Mazir, mais chaque chose en son temps. La chose la plus pressante, c'est celle d'éteindre l'incendie avec l'islamisme. Le RCD obtient le HCA. On a mis en la tête du HCA un homme symbolique, qui a été dit, Ouattani, etc., connu de longue date. Mais l'écrasante majorité des gens qui sont dans le HCA sont d'obédience RCD, c'est un secret professionnel. Et à ce jour, sauf s'il y a eu des reniements entre-temps, je pense qu'il y en a eu en tout cas à un haut niveau. Donc, ce HCA a montré que le courant Zaroual n'était pas opposé à une élitisation de type celle qui avait été programmée plus ou moins par Qasem Marbah, mais qu'il voulait la contenir pour qu'elle ne participe pas elle-même à l'aggravation des contradictions avec le deuxième courant élitaire qu'avait travaillé Marbah, c'est-à-dire l'islamisme. Cet aspect donc de l'opposition du RCD montre aussi que sur le plan d'une stratégie typiquement culturelle, Zaroual n'était pas opposé à l'émergence, voire à la préparation des conditions de reconnaissance à la mazérité d'un statut dans la société algérienne. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que je pense que deux facteurs ont joué en défaveur de cette solution. Le facteur du détournement d'avion. Et dans le facteur du détournement d'avion, il y a un élément où quelqu'un, par irresponsabilité ou par provocation, en se faisant l'intermédiaire entre les terroristes et les tours de contrôle, je veux parler de Farhat Mourani. Farhat Mourani était un ancien militant du RCD. C'est la mouvance radicale du berbérisme. Du mouvement culturel berbère. Du mouvement culturel berbère. Et du berbérisme. Lui, il est berbériste. C'est pas le mouvement culturel berbère. Il y a des gens qui sont des démocrates et des républicains qui sont algériens, qui revendiquent une reconnaissance de la berbérité et de la mazérité. Lui, c'est un programme, c'est différent. Donc, les décideurs voyaient ce bonhomme s'agiter et ils le voyaient en plus aux premières loges dans une affaire trouble, affaire de 94. Ils sont très prudents. Ils veulent savoir exactement de quoi il en retourne, comment travailler, comment faire. L'autre aspect, c'est la question avec les islamistes. La question avec les islamistes, là aussi, le problème qui s'est posé, c'était que les négociations, en particulier avec l'AIS, c'était l'AIS, les négociations avec l'AIS ont été confiées à un segment du DRS qui est resté dans la permanence. Mais c'est le général Smaïl en personne qui a conduit les négociations. C'est le général Smaïl. Mais négocier quoi avec qui? Parce qu'il faudrait maintenant également appeler un chat aussi. Ouais. C'est qui ces gens-là de l'AIS dont tu parles, toi? Et à leur tête, un certain Madani Mozarab. Ouais. Mais c'est qui ce Mozarab?
On peut en parler, c'est pas le moment. En tous les cas, on aurait. Mais on sait, moi, ce débats. que je souhaiterais, c'est d'avoir un peu plus de détails sur le personnage. Sur le personnage, et c'est celui qui a regretté le plus le décès et la disparition du général Smaïl. On connaît son histoire, comment il a atterri à Djidjel, comment il a atterri à l'hôpital et comment il a pu fuir l'hôpital pour rejoindre Rafah, etc., etc. C'est toute une mise en scène. C'est un film. En fait, nous sommes en plein cinéma. En plein cinéma, etc. C'est qui ce type? On pourra en discuter un jour. D'où il vient, sa formation, ses origines, ses relations avec la culture islamiste. Et il faut savoir que Madame Mzarq n'a jamais été fils. Il n'a été fils que plus tard. Il n'a été fils que plus tard. À la base, Madame Mzarq était plutôt Nada. Il était plutôt tendance de Bala. Et c'est après les élections de juin 90, avec les résultats de ces élections où le fils avait pris la majorité des municipalités, que Madame Mzarq était resté dans la nature, à ne rien faire dans la wilaya de Djidjel. Et c'est bien après qu'il a rejoint par la suite le mouvement. Maintenant, comment a-t-il rejoint? Avec qui? Sur quel appui? Qui est-ce qui était derrière lui? Comment? Etc. etc. Son émergence, il y a des points d'interrogation. Ses relations avec les services, il y a des points d'interrogation. Son contact avec les gens du fils, le fils officiel dit clairement, sur la bouche de Abbas et Madani, ils disent clairement que nous n'avions jamais su, nous n'avions jamais créé officiellement l'AIS. Bon, ils le disent, il y a des textes, il y a des témoignages, il y a des trucs. Et que maintenant le pouvoir qui, à l'époque de Zerwan, il avait catégoriquement refusé de parler de quelque chose qui s'appelait l'AIS, parce que pour Zerwan, il n'y avait qu'une armée dans ce pays. Maintenant, reconnaître une autre armée qui s'appelle l'armée islamique du salut et vouloir négocier avec, c'est remettre en cause non seulement l'armée, mais remettre en cause la République et l'État. Et il était intransigeant sur ces questions. Bon, il y a tout un débat sur ce phénomène AIS qu'il faudrait justement peut-être lui consacrer un long débat, une longue discussion pour connaître un petit peu les dessous, etc.